Bonjour et bienvenue dans En dehors des codes, le podcast où l'on rencontre des professionnels du droit, mais surtout des personnalités qui ont su bousculer les idées reçues. Réussir quand on vient de banlieue, est-ce que c'est vraiment possible? Mon invitée d'aujourd'hui est avocate, pénaliste, et son parcours est la preuve que oui. Avec elle, on va parler de détermination, de clichés à dépasser et de ce que cela signifie faire sa place dans un univers aussi exigeant que le droit pénal. Salut Anaëlle, comment tu vas? Salut Judith, ça va et toi? Ça va super bien, je suis trop contente de t'accueillir ici dans le podcast d'En dehors des codes. Pour moi, Merci de me recevoir. ça faisait complètement sens que tu sois là avec nous, donc je suis super contente. Mais merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je te laisse peut-être te présenter brièvement ce que tu fais voilà, dans la vie actuellement. Bon, du coup, moi je m'appelle Anaëlle, j'ai 28 ans. Je suis avocate, je fais du droit pénal essentiellement, du droit des sociétés, un petit peu de droit de la famille, je touche un petit peu à tout. Mais ma dominante, c'est vraiment droit pénal et droit des sociétés. Et du coup, j'exerçais jusqu'à présent au barreau de l'Essonne, donc dans le 91. Et maintenant, depuis lundi, donc là, il y a quelques jours, je suis au barreau de la Seine-Saint-Denis, donc à Bobigny. Ok. Tu parlais de tes autres spécialités. Est-ce que tu pourrais détailler quelles sont-elles? Donc du coup, pénal, ça c'est, on va dire, la base. Voilà, c'est ça, la compétence principale, exactement. Pour décrire pour les personnes qui ne sont pas forcément connaisseuses du droit, c'est tout ce qui va être les personnes qui commettent des vols, les crimes, les délits, etc. Droit de la famille, ça va être tout ce qui va être juge aux affaires familiales, donc les divorces, par consentement mutuel ou les divorces contentieux, donc qui vont devant le juge. Également tout ce qui va être la garde d'enfants. Oui. Ce genre de contentieux. Ensuite, droit des sociétés, ça va être essentiellement de la constitution de sociétés, la création de sociétés, faire les statuts, les approbations de comptes, les augmentations, réductions de capital, les changements de siège social, ce genre de choses. Okay. Je ne suis pas sur tout ce qui est fusion-acquisition, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore les moyens pour le faire, etc., matériel ou autre. Ça prend beaucoup de temps. Mais tout ce qu'on va dire le droit des sociétés un peu classique de base, je m'en occupe. Je fais un petit peu de contentieux locatif aussi, donc tout ce qui va être recouvrement de charges de copropriété, essentiellement, c'est essentiellement ça. Les expulsions aussi. Et puis, j'essaye de développer quelque chose qui me tient à cœur. J'aime beaucoup la propriété intellectuelle, donc tout ce qui est droit des marques, les brevets. Ah, c'est super ça. Donc, en ce moment, c'est sur ça que j'essaie de travailler un petit peu, développer ma communication là-dessus. Okay. Voilà. C'est super riche en tout cas, tu fais beaucoup de choses. Ouais, je fais pas mal de choses. J'aime pas m'ennuyer. Trop bien. Trop bien. Sur ton site également, j'ai vu que tu étais avocat à la cour d'appel. Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est une petite précision qui n'a pas grande importance dans le sens où tous les avocats sont avocats à la cour d'appel, mais c'est pour préciser en fait le ressort de la cour d'appel dont laquelle je dépends. Donc, parce que par exemple, un avocat qui exerce, je sais pas, en Bretagne, va dépendre de la cour d'appel de Rennes, par exemple. Alors que, par exemple, là, Évry, Bobigny, c'est la cour d'appel de Paris. D'accord, ok. Merci pour ces précisions. On va rentrer un peu dans ton parcours personnel. Tu pourrais nous détailler ton parcours académique? Oui. Alors du coup, je commence par le lycée. Allez, partons du lycée. Okay. Donc au lycée, j'ai fait une seconde générale. Je me suis orientée après vers un bac scientifique. J'étais pas très bonne en maths. Et finalement, c'est de là que je me suis dit, c'est soit médecine, soit droit. Un petit peu parce que je me disais que c'était l'élite, tout comme le bac S. Je m'y suis orientée parce que je me disais que c'était l'élite. Alors c'est peut-être un peu réducteur de penser ça. Parce que finalement, il y a plein d'autres personnes qui réussissent même sans avoir le bac, ou sans avoir fait d'études supérieures d'ailleurs. Mais à cette époque, c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et puis poussée par les parents aussi, forcément. C'est partie de cette génération où on a été poussé par les parents. Exactement. Et que la société nous disait qu'il fallait avoir des gros diplômes. Quoi. Mais tout à fait, c'est clairement ça. Et du coup, je me suis orientée donc, vers la fac de droit. J'ai fait ma licence à Évry, parce que je ne voulais pas... j'étais un petit peu... pas très sociable, on va dire, quand j'étais au lycée. Et j'avais pas envie de retrouver les gens de mon lycée à la fac. Donc du coup, au lieu de m'orienter vers la fac de Créteil ou de Saint-Denis, je suis partie à Évry. Donc j'ai fait ma première année de droit. Je l'ai redoublée, j'ai dû repasser 2 matières. Donc j'étais très, très énervée de devoir redoubler pour 2 matières. Ouais, franchement, j'étais déçue.
Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, pour moi, c'était vraiment le bout du monde parce que j'avais jamais redoublé. Ouais. C'était vraiment un échec. Un Ouais, échec, je j'ai vois complètement ce super que tu mal veux dire. vécu. Ouais, franchement. Et du coup, bah, à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, bon, t'as que 2 matières à repasser, repasse-les. Et puis, on n'en passe à parle autre plus, chose. on verra bien comment ça se passe. Du coup, après, j'ai terminé ma licence à Évry. J'ai fait mon master 1 droit privé à Sceaux. D'accord. Et ensuite, j'ai fait un premier master 2 droit des affaires approfondi à l'université de Villetaneuse. Donc Ok. maintenant, c'est Paris 13. Paris 13 et Mhm. maintenant, c'est Paris Sorbonne Nord. D'accord. En fait, Beaucoup l'année de où je me changements. suis inscrite, c'est devenu Paris Sorbonne Nord. D'accord. Mais bon, pour ceux qui connaissent, c'est Paris 13. Ouais. Ensuite, j'ai fait un deuxième master 2 en alternance en droit pénal de l'entreprise et compliance. Wow. Et du coup, j'ai fait mon alternance chez Courtepaille Trop bien. en tant que juriste d'entreprise. Et franchement, c'était génial. J'en garde un très très bon souvenir. C'était vraiment... C'est une belle expérience. Vraiment, ça m'a appris plein de choses. C'était ma première vraie expérience, on va dire, dans le domaine du droit. Parce qu'avant ça, j'avais fait un stage en troisième d'observation Oui. chez un avocat, un Un confrère cadre, ouais. qui est malheureusement décédé et qui m'a donné envie, d'ailleurs, C'est à ce de moment-là m'orienter. que ça s'est un peu manifesté Bah, en ou pas? fait, un petit peu dans le sens où, si tu veux, avant de faire mon stage donc, de troisième, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. Et puis, il y avait le père d'un ami de mon frère qui avait dit à ma mère, oui, ta fille, elle a une tête d'avocate. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un stage, c'est ça? Pourquoi ne pas faire un stage en cabinet d'avocat? Ma mère, elle s'est dit, mais où est-ce que tu vas faire un stage en cabinet d'avocat? On connaît personne. Exactement. Machin. Et puis finalement, à son travail, il y avait un client qui était avocat. Et elle a saisi l'opportunité de lui poser la question, est-ce que vous prendriez ma fille, etc. Il a accepté. Donc j'ai fait mon stage d'observation là-bas. Franchement, c'était génial. C'était génial. En troisième, en plus, En troisième, c'était... Ah oui, ouais. vraiment, il était adorable. J'en garde tellement un bon souvenir. Franchement, c'était vraiment un stage qui m'a... Qui t'a marqué et qui te vraiment. marque encore aujourd'hui, Ah oui, ouais. tout à fait. Et du coup, donc, la troisième, donc voilà, on fait le stage, ça se termine, etc. Je fais ma seconde, j'arrive au lycée. Bon, j'étais un peu dans un état d'esprit où je savais pas trop quoi faire, médecin, avocat. Bon, Ouais. je voulais m'orienter quand même vers des études assez longues. Et puis, quand j'ai fait ma première S et que je me suis rendu compte que les maths, c'était pas fait pour moi, je me suis dit... Je me suis dit, bon, let's go, on va partir en droit. Je suis bonne en langue. J'ai toujours été très bonne en langue, anglais, espagnol, etc. Donc, je me suis dit, allez, on y va, on verra bien ce que ça donne. Et c'est de là, en fait, que je me suis dit, bon, on va faire des études de droit. Voilà. Ok. Donc, si après, on continue un peu ton parcours, tu as fait ton deuxième Master 2. À quel moment tu t'es dit, là, je vais passer le CRFPA? Alors, en fait, ça, pareil, comment ça s'est fait? C'est que... Donc, première année de fac, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais pas trop. Deuxième année, je rencontre une professeure qui m'a vraiment donné envie d'exercer cette profession. Elle s'appelle Magou Soukouna. D'ailleurs, c'est une consoeur du barreau de la Seine-Saint-Denis. Okay. Je crois que j'ai déjà entendu son nom. C'est fort probable. Et d'ailleurs, j'ai prêté serment avec sa sœur le même jour. Donc, c'était vraiment top. Et du coup, elle m'avait donné envie d'en apprendre plus sur le droit pénal, sur la profession d'avocat, etc. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais c'était dans un coin de ma tête, mais sans plus. Oui. Et puis, les professeurs à la fac qui étaient un peu décourageants sur le CRFPA, l'échange de réussite, etc. Okay. Moi, vu que j'étais déjà en train de travailler en parallèle de mes études, j'avais pas envie de me lancer dans quelque chose qui allait prendre un temps non plus considérable, exactement. Ouais. Parce que je me suis dit, en fait, là, il s'agit de finir les études et de travailler parce que j'en ai marre de jobber, quoi. C'est clair. J'en avais marre, c'était insupportable. Donc, bon, j'étais dans un état d'esprit, je savais pas trop encore quoi faire. Et puis, je fais mon Master 1 et là, je rencontre une fille qui est d'ailleurs une de mes meilleures amies aujourd'hui. Donc, on se lie d'amitié. Et puis, elle me dit, elle avait passé son CRFPA. Et donc, en Master 1. Quand c'était encore possible de le passer qu'avec un M1. C'est ça, elle a passé, elle n'avait pas eu. Et puis elle me dit, alors non, je dis n'importe quoi, c'est pendant mon premier Master 2 que je l'ai rencontrée. Okay. Et du coup, elle me dit, viens, on le passe ensemble cette année.
Moi, je dis, ah non, et tout, ça va pas, je suis pas prête. Je me suis dit, c'est pas possible, etc. J'ai pas préparé. Exactement. Elle me Ouais. dit, mais si, vas-y, on va se motiver, etc. Bon, je me dis, ok. Donc, je m'inscris. Et puis, donc, avec elle, donc l'année passe. J'ai toujours rien fait. On a Prenez pas exemple, je précise. Tout à fait, à ne pas reproduire chez vous. Et du coup, donc on s'inscrit, machin, l'année passe. Je m'inscris à une prépa estivale. Je me dis, 2 mois, ça va être suffisant pour préparer le truc. Ouais. Au final, je me retrouve sous l'eau parce que du coup, je travaillais, encore une fois, en parallèle de mes études. Et à côté de ça, en fait, j'avais pas le temps de préparer. Et quand je me connectais, c'est ça. Et quand je me connectais sur l'espace en ligne, parce que c'était les prépas en ligne, etc., franchement, j'étais pas motivée. Je le dis honnêtement, j'étais pas du tout motivée. J'ai préparé 2 notes de synthèse, un truc qui dure 5 heures. Franchement, ça m'a tué. C'est le mot. Je me voyais pas. Voilà. Donc, du coup, au final, j'ai pas fait grand chose sur la prépa qui m'a coûté un bras. Et puis, la veille de la première épreuve, j'ai dit à ma copine, donc avec qui je me suis inscrite, c'est pas possible, mais je peux pas le faire. Elle me dit, mais si, viens, t'as préparé un petit peu, tu verras comment ça se passe, etc. Voilà, ça sera une phase test. Ouais. De toute façon, c'est rare que les gens l'aient du premier coup. Donc, en gros, je me dis, bon, allez, why not ? Ouais. Je fais la première épreuve, je me dis, c'est une catastrophe. Je dis, c'est bon, je vais pas à la suite. C'est pas possible, en fait. On va arrêter le carnage ici, on va pas perdre plus de temps, on s'arrête là. Elle me dit, mais non, mais de toute façon, t'as perdu une chance. Parce qu'on a le droit de le passer que 3 fois. C'est ça. Donc, du coup, elle me dit, t'as déjà raté une chance. T'as déjà commencé, on va dire, ta première chance. Va jusqu'au bout du truc. Vois commencer jusqu'au bout. Il t'en restera 2 au pire par la suite. Exactement. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, ok, bon, je continue. Je continue, je vais aller au bout de la semaine. Et puis, le jour des résultats, donc des écrits, donc ma copine, elle me dit, t'as regardé les résultats, etc. Je dis, ah non, pas du tout. je vais pas aller les regarder, je vais pas me faire plus de mal. C'est bon, ça va aller, on va s'en passer. Elle me dit, mais non, mais donne-moi ton numéro. Je sais plus si c'était numéro étudiant ou je sais plus trop quoi. Les numéros d'identification, là. Donne-le-moi, moi, je vais regarder. Je suis à la fac, je vais voir. Et là, elle m'envoie en photo le papier et je vois que je suis admissible. Et j'ai relu le truc au moins 3 ou 4 fois. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Incroyable. J'adore mais quel miracle. J'étais là en mode, mais... Et là, l'ascenseur émotionnel parce que je me dis, bon, c'est génial, je l'ai eu. Mais meuf, t'as rien fait pour les oraux, en fait. Qui arrivent, ouais. T'as rien fait pour les oraux. Et là, je me dis, là, va falloir travailler, charbonner, parce que vaut mieux les oraux transformer l'essai, quoi. C'est ça. Mais les oraux étaient dans 2 semaines. D'accord. Ah oui, on voilà, laisse 2 semaines et demie. Donc, j'avais 2 semaines et demie pour me faire une culture générale, pour apprendre je ne sais pas combien de sujets sur les libertés fondamentales. Enfin, c'était... limite mission impossible. Là, sur le papier... Et là, je me suis dit, bon, au moins, tu auras au moins eu les écrits. Et puis voilà. Et puis, franchement, à ma grande surprise, quand... donc, après, au mois de décembre, on a eu les résultats des oraux. Et là, mais le choc, je suis admissible. C'est incroyable. Et je me dis, mais du premier coup, c'est ouf. Alors que j'ai rien fait. Mais c'est clair. Franchement, sur le papier, c'est vraiment... Mais tu coches aucune case, quoi. Mais non, franchement, c'était terrible. Et du coup, donc vraiment, grosse surprise. Et puis, là, moi, j'étais déjà en train de faire mon 2e Master 2, du coup, donc en alternance, etc. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et du coup, mon Master 2 s'est transformé en PPI. C'est ça, en fait. C'était beau. Vraiment, franchement, tout était... c'était vraiment le destin. Aligné, exactement, tout s'est aligné. Et puis, voilà comment ça s'est fait. Trop bien. Mais franchement, j'aime trop parce que j'ai accueilli plusieurs avocates en l'occurrence. Et chaque parcours est tellement inspirant et différent qu'on se dit, ah ouais, tout est vraiment possible, c'est trop bien. Ah oui, franchement. Tu pourrais revenir avec nous un peu sur le début dans ta profession. Est-ce que tu t'es installée directement ? Tu as commencé par des collaborations ? Comment ça s'est passé ? On a eu les résultats du CAPA, c'était en 2020. Moi, je les ai eu en 2022, du coup. Ok. À la suite de ça, j'avais déjà commencé une sorte de collaboration, mais c'était pas tout à fait une collaboration dans le sens où j'étais pas encore officiellement avocate parce qu'il faut prêter serment pour être officiellement avocat. Et il s'avère que j'ai fait donc une sorte de contrat de collaboration de juriste. Je sais pas trop comment. C'était un contrat un petit peu transitoire dans un cabinet parisien en droit des sociétés.
full corporate. Ok. Donc, parce que moi, j'ai un parcours quand même plutôt affairiste de base. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais continuer là-dessus. Et puis, je savais que collaborateur sur Paris, en droit des sociétés, on était quand même pas trop mal lotis. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je me lance là-dedans. Au final, la collaboration s'est très mal passée. Mince. Voilà. Donc, je ne vais pas décrire les confrères. On va pas rentrer dans voilà. les détails. Mais vraiment, j'en garde un très, très mauvais souvenir. Donc, à la suite de ça, je me suis... j'ai trouvé une collaboration dans le 91 avec des confrères avec qui ça s'est très bien passé, très sympathiques, qui m'ont du coup permis de développer cette compétence que j'ai aujourd'hui en contentieux locatif parce qu'ils font essentiellement du droit immobilier, etc. Ça m'a plu. Mais c'est vrai que je sentais que sur la fin de la collaboration, en fait, alors le principe même de la collaboration, c'est de pouvoir aussi développer sa clientèle à côté. Et je pense que là, le développement de ma clientèle devenait peut-être un peu trop important, ou je ne sais pas. J'avais beaucoup de place. C'est ça. Et j'avais pas envie de ternir les relations avec eux, parce que c'est des personnes qui m'ont porté, grâce à qui j'ai pu qui m'ont fait confiance, grâce à qui j'ai prêté serment, etc. Enfin, qui m'ont accueilli, qui m'ont permis de connaître le barreau. Donc, vraiment, pour le coup, je voulais pas ternir les relations. Donc, j'ai pris la décision de partir sans forcément savoir est-ce que je continuais dans la profession ou pas. Parce que donc à ce moment-là, il y a eu quand même un moment où tu t'es posé la question de est-ce que tu poursuis ou pas. Clairement, je me suis dit est-ce que je ne retournerai pas en entreprise parce qu'il faut savoir qu'on est énormément taxé. Donc, il y avait vraiment cette question-là de est-ce que je continue, est-ce que je vais pas en entreprise, je me trouve un petit travail en télétravail. Et puis voilà, avec un salaire fixe, quelque chose de stable, de sûr. Je me suis quand même posé la question, je me suis dit c'est un peu peut-être prétentieux que de s'installer alors que j'ai même pas un an de barre en fait. C'est ça, oui. Donc, parce que bon, j'avais fait quelques mois donc, sur Paris en corporate, mais bon, j'avais pas encore prêté serment. J'ai prêté serment le 12 janvier 2023. D'accord. Et j'ai quitté ma collaboration début octobre. Ok. Début octobre donc 2023. Ça fait vraiment pas longtemps que tu avais prêté serment. Ouais. C'est ça. Donc ça faisait un peu frais. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que je vais m'en sortir ? Je maîtrise pas forcément la procédure comme je la maîtrise aujourd'hui. Enfin, il y avait vraiment un vrai sujet là-dessus. Le droit pénal, j'aimais énormément, mais pareil, j'avais pas fait forcément de formation. Enfin, on est formé, bien entendu, à la fac, etc. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Donc, j'étais vraiment en train de me questionner. Je me suis dit, bon, après, justement, mon ami avec qui j'ai prêté serment m'a dit non mais installe-toi, tu perds rien, et puis au pire des cas, si ça se passe pas bien, bah t'arrêtes, tu retourneras en entreprise. Bon, moi, t'auras tout essayé, et puis voilà, la collaboration c'est pas fait pour toi, t'as du mal avec les ordres, t'as du mal avec la hiérarchie, installe-toi, tu verras. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Donc au mois d'octobre, je me retrouve sans bureau. Sans bureau. J'ai réussi à trouver des bureaux chez un confrère qui aujourd'hui est un ami, vraiment. Il m'a accueilli, il m'a fait confiance, alors que j'étais jeune et que je venais tout juste de prêter serment. Donc, et franchement, ça s'est très, très bien passé. Trop bien. Très, très bien passé. Et j'ai jamais regretté un seul instant de m'être installée. Vraiment. Petit aparté dans ton parcours, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment cette confraternité qu'il y a, en tout cas dans ce que tu décris, et ça c'est hyper... mais moi je suis très reconnaissante envers les personnes. Rassurant. Je pense que quand on pense à avocat, on se dit que tu es seul, tu exerces seul, oui. Surtout quand tu t'installes, et en fait tu prouves par ton parcours que tu n'as fait que des rencontres qui t'ont permis d'arriver en tout cas à ton point aujourd'hui, mais en tout cas qui t'ont permis de mettre un peu les briques les unes après les autres. Mais je trouve ça vraiment super bien fait et gratifiant aussi pour la profession. En tout cas, moi, pour ma part, de manière générale, l'exercice de la profession au quotidien, je suis quelqu'un, je demande beaucoup d'aide aux confrères. Si j'ai des questions sur la procédure, sur un avis sur un dossier, est-ce que c'est opportun de faire appel, est-ce que c'est pas opportun ? Je n'ai pas de tabou, j'ai pas de honte à aller demander de l'aide à un confrère plus expérimenté si besoin. On a d'ailleurs des groupes, alors il y en avait quand j'étais à Évry, il y en a également là maintenant depuis que je suis à Bobigny, il y a des groupes d'entraide entre avocats où on peut poser des questions, etc. Ça peut être une question banale, qui a le mail de la 3e chambre correctionnelle, je ne sais où, enfin voilà, pratique, ou comme des questions un peu plus technico-pratiques, tout à fait. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose où, en tout cas, moi, je n'ai pas ressenti ce côté solitude
Très, Vraiment pas. Quand on s'installe, on fait ce parallèle où tu es un peu seul et tu dois aussi un peu faire tes armes seul pour aller trouver des clients, etc. Il y a ce côté un peu rivalité qu'on pourrait croire de l'extérieur, mais en fait, on voit qu'il y a une vraie solidarité. Mais il y en a pour tout le monde. Oui. Il y a à manger pour tout le monde. Alors, je dis pas que tous les confrères ont cette mentalité. Bien entendu, hein, c'est comme partout. Il y en a certains qui vont essayer d'être décourageants, etc., d'être démotivants. Mais en tout cas, dans la globalité, moi, pour les barreaux que j'ai fréquentés, après peut-être parce que c'est des barreaux de banlieue aussi, peut-être qu'à Paris, la mentalité n'est pas la même, je ne sais pas. Mais vraiment, il y a vraiment cet esprit solidaire. Et je trouve que c'est bien. Parce qu'en fait, il y a tellement de contentieux. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Qui veut sa place peut avoir une place. Et puis, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ok. On reviendra justement après sur tes différentes compétences, comment elles nourrissent aujourd'hui ton exercice. On revient un peu sur ton enfance, ton cadre de vie justement en banlieue dont on parlait. Quelle vie tu as eue avant de te lancer en tant qu'avocat ? Quelle vie j'ai eue avant de me lancer en tant qu'avocate Une vie un petit peu banale, j'ai envie de dire. J'ai grandi en banlieue, j'ai grandi dans le 93. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité y revenir. J'étais une collégienne très modèle, avec des très bons résultats scolaires. Au lycée, dans l'ensemble, en dehors de ma première et ma terminale, qui n'était pas à l'image de ce que j'ai pu faire en étant au collège, etc. Dans l'ensemble, ça allait. J'étais pas une fille qui sortait spécialement dehors, etc. J'étais beaucoup sérieuse, studieuse à la maison. Ouais. Après, voilà, c'est l'éducation que mes parents m'ont donnée. J'ai commencé à vraiment pouvoir sortir le jour où j'ai pris mon appartement. Ouais. Très clairement. Donc voilà. Et puis, vraiment, en dehors du sport et de l'école, je faisais pas forcément grand-chose, entre guillemets, quoi. Ok. Avais-tu des figures de réussite sociale autour de toi, notamment dans le droit, dans ta famille, dans ton entourage, qui ont pu peut-être susciter cette envie-là ? Pas du tout. Vraiment pas du tout. T'es la première à avoir fait du droit dans ta famille ? Ouais. Oui, la première. Et la première aussi à avoir fait d'aussi longues études. Okay. Voilà. Alors, j'ai de la famille j'ai des cousins, cousines qui ont fait des masters ou autres. Hein. Je suis pas en train de t'es pas l'unique. Dénigrer les autres membres de ma famille, loin de là. Mais non, effectivement, je suis la première qui est devenue avocate. Je suis la première qui a fait, on va dire, un peu une profession réputée prestigieuse, on va dire. Et j'ai pas du tout de modèle autour de moi. Vraiment, pour le coup, mes parents, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, je suis un peu fille d'ouvrier. Mon père avait commencé des études de droit quand il est arrivé en France. Finalement, la réalité de la vie l'a rattrapé. Il a dû arrêter ses études pour travailler. Et même en n'ayant aucun diplôme, il a réussi à se faire une place dans le milieu un peu politique, etc. Et ça, c'était un petit peu mon modèle, on va dire, de réussite, de me dire que mon père, qui n'avait pas les moyens, s'est donné les moyens d'y arriver. Bon, après, l'époque n'était pas la même non plus, donc aujourd'hui, je pense pas que... C'est plus compliqué, effectivement, exactement. Son diplôme. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait reproduire le parcours de mon père, ça serait un peu plus difficile. Il faut soit peut-être un portefeuille assez long, des connaissances, des contacts. Tout à fait. Mais du coup, en dehors de ça, non, j'ai pas du tout de modèle. Il n'y a personne qui est avocat, médecin dans la famille. Donc voilà, on a grandi en banlieue, dans la cité, donc... Ok. Tu n'as pas vraiment dit à quel moment tu as eu envie de devenir avocate ? À quel moment ? Parce que j'ai l'impression que ça s'est un peu échelonné comme ça quand tu as rencontré notamment ta professeure, la sœur avec laquelle notamment tu as pu prêter serment, etc. Mais à quel moment tu t'es dit, là, c'est ça que je veux faire ? Je dirais quand j'ai prêté serment et que j'ai commencé dans le premier cabinet où j'ai fait la collaboration. Ok, donc toi, tu as eu besoin d'exercer pour te dire, je veux faire ça. Oui, parce que j'avais fait aussi mon stage final dans un cabinet sur Paris, généraliste. C'était super, franchement, c'était super bien passé, c'était génial, vraiment, j'en garde un très bon souvenir aussi. On faisait beaucoup de droit des sociétés, etc. Ça m'avait plu, mais c'est vrai que c'était plus du conseil. C'était pas spécialement contentieux. En tout cas, les tâches que j'avais, c'était pas forcément du contentieux, etc.
Et c'est vrai que je me posais un peu la question, mais bon, ça m'avait plu, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, il y a eu ma première, on va dire, collaboration sur Paris en corporate qui s'est mal passée. Là, je me suis dit, mais c'est une catastrophe. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait autant d'années d'études pour ce résultat-là? J'étais vraiment déçue. Puis, je me suis laissé la chance d'aller donc dans le 91, d'avoir une activité plaidante, etc. Et c'est là que je me suis dit, ah, ok, ça me plaît. Et puis, en parallèle, j'ai fait les permanences pénales, etc. Donc, pour développer un peu ma clientèle personnelle, etc. Et vraiment, quand j'ai commencé les permanences pénales, je me suis dit, bah, en fait, je sais pourquoi je fais ce métier-là. En fait, je ne regrette pas. Je suis là où je devais être. Tu es faite pour ça. C'est ça. Et puis, en m'étant installée, finalement, ça m'a vraiment confortée dans mes choix, en fait. Quand je me suis installée, que j'étais à mon compte, que je gérais, voilà, que je me suis mise à gérer mes dossiers, que je me suis mise à organiser mon emploi du temps, je me dis, mais en fait, c'est vraiment ma place. Oui. Voilà. Trop bien. Quand on est issu de banlieue, effectivement, on fait parfois face à des réalités quand on exerce en plus une profession un peu prestigieuse comme celle d'avocat. As-tu rencontré des obstacles qui ont effectivement pu te gêner dans l'exercice de ta profession, donc des obstacles sociaux, académiques, financiers, de représentation? Alors, je dirais obstacles financiers, forcément, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même coûteux. Moi, il faut savoir que j'ai rapidement quitté le domicile de mes parents. Je me suis installée toute seule. Et c'est vrai que quand je me suis installée, je me suis dit, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Le saut dans le vide, là. Tout à fait. Alors que j'étais étudiante. Donc, il y a eu ce côté où il fallait que je travaille pour financer mes études, pour financer ma vie. Et ça a été vraiment très compliqué parce que la gestion, je voyais de toute façon que j'avais pas les mêmes cartes dans les mains que quelqu'un qui était chez papa, maman, qui finançait voilà, le studio, l'appartement, ici et ça. Il fallait avancer 400 € en début d'année à chaque fois pour l'inscription à la fac. Ça, il faut pouvoir les avancer, il faut pouvoir les sortir. La prépa, ça coûte presque 2000 €. Aussi la prépa dont tu parlais, c'est ça. Était cher. L'école d'avocat, pareil, dans mes souvenirs, il me semble que c'est pas loin de 2000 €. Il faut les avoir, ces finances. La robe d'avocat, n'en parlons pas, presque 1000 €. Ah oui, ok. Donc, en fait, tout ça, mis bout à bout, en fait, il faut avoir les finances pour. Pareil, il faut pouvoir s'équiper, avoir un ordinateur correct, avec une batterie qui tient toute la journée. Donc, je pense que financièrement, c'est plus ça qui m'a, on va dire, qui a été un peu contraignant. Après, je dirais pas que j'ai eu d'obstacles particulièrement, dans le sens où j'ai rencontré vraiment des très bonnes personnes à la fac, etc., tant au niveau des professeurs qu'au niveau des élèves ou quoi que ce soit, qui étaient, voilà, il y avait de l'entraide, donc sur ça, il n'y avait pas de difficulté. Peut-être, je dirais, éventuellement, d'un point de vue académique, certains professeurs qui pouvaient être très décourageants sur les personnes, justement, ceux qui viennent un peu de banlieue, ils ont des chances de réussite moins élevées, etc. Moi, je l'ai beaucoup aussi entendu pendant mon parcours académique. Mais ça ne m'étonne pas. Quand on vient de banlieue, et je trouve ça un peu réducteur, quoi. Ah oui. Et puis après, voilà, on va pas se mentir, mais les origines aussi, ça joue. Les personnes qui sont métissées, noires, ont forcément un peu de... Enfin, on les... Comment dire, décrédibilise un petit peu. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir ma robe d'avocat, être dans les couloirs du tribunal et qu'on me prenne pour une greffière. Alors, je suis pas en train de dire, attention, que les greffiers, c'est pas bien d'être greffier ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi on me voit comme une greffière, pourquoi on me verrait pas comme une juge ou comme une avocate? Oui. Pourquoi directement je suis pas méritante. Le faciès à une profession telle, Où ça m'est déjà arrivé avec ma robe que des confrères, voilà, un peu moins typés, viennent vers moi et me disent, voilà, m'appellent oui, madame, alors que la personne à côté, c'est consoeur. C'est très, c'est très désobligeant. Ce choc un peu. Tout à fait. Tu parlais un peu de tes proches, de ta famille, etc. Est-ce que tu pourrais citer d'autres soutiens ou leviers qui t'ont permis de tenir et d'avoir aujourd'hui ce beau parcours? Uniquement ma famille. Uniquement ta famille. Uniquement ma famille et quelques amis que j'ai en tête. Parce que y a plein de personnes qui n'ont pas cru en moi. Okay. Je me rappelle quand j'étais au lycée, j'avais une professeure de mathématiques. Donc effectivement, j'étais très nulle en maths. Encore une fois. Peut-être parce que t'étais nulle, elle s'est dit vas-y. On revient encore une fois aux fameuses maths. Mais qui me disait mais tu n'auras jamais ton bac. Tu n'auras jamais ton bac. J'avais pareil un professeur d'SVT, il me dit mais c'est impossible que tu aies ton bac, c'est pas possible.
C'est Wow. pas possible. Et du coup, c'est vrai que c'est des choses où moi, franchement, ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, donc en fait, moi, je suis pas méritante. Moi, je peux pas réussir. Ouais. C'est pas possible. Et au final, à la grande surprise de tout le monde, quand j'ai eu mon bac, et sans les rattrapages en plus de ça, avec presque une mention, Mention, ouais. j'étais vraiment surprise. Donc pour le coup, non, honnêtement, en dehors de ma famille et quelques amis, j'ai pas eu de soutien particulier. Ma famille et mes amis m'ont beaucoup motivée, reboostée quand j'étais vraiment dans des états où voilà, j'étais en plein doute, où je me posais des questions. Euh, et puis, ils ont su être motivants quand il le fallait, en fait. Ok. Donc ça, Et ils m'ont porté, ils m'ont compris, ils m'ont soutenu. c'est le plus important, ouais. Ils ont compris aussi. C'est très compliqué d'avoir un entourage qui comprend euh, le fait qu'on ne fasse que ça. Ouais, Parce que ton investissement, ouais. c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai perdu des amis qui comprenaient pas que voilà le dimanche c'est pas possible qu'on puisse se voir parce que bah en fait le samedi j'avais travaillé toute la journée, en semaine j'étais partie travailler, j'avais fini à 22h Ouais. et puis à côté de ça bah, le dimanche il fallait que je prépare mes TD en fait. Mm. Et ça, c'est compliqué d'avoir des gens qui comprennent ce manque de disponibilité. Le fait que des fois, je prends, même encore aujourd'hui, Même c'est ce que il- j'allais dire, ouais, j'allais faire le parallèle avec forcément ta profession où tu es à ton compte, tout ou à fait. voilà, ouais. Il y a des gens à qui je prends une semaine à répondre, mais c'est pas parce que j'ai pas Oui, envie. je confirme. Excuse-moi, Judith. Moi, je comprends. Ah, ouais, je comprends Mais parfaitement. voilà, c'est pas volontaire, c'est juste que j'ai une vie personnelle déjà très prenante, une vie professionnelle encore Encore plus plus prenante. prenante. Et en fait, je peux pas me permettre de m'entourer de personnes qui ne comprennent pas que mon travail, c'est ma priorité. Et le peu de temps libre que j'ai, bah, j'ai pas forcément le temps de me poser, d'écouter ce qu'on me raconte, etc. Tu as besoin de te reposer, tu as besoin de penser à toi, bien C'est évidemment. ça. Carrément. Concernant le regard des autres dans la profession, est-ce que tu penses que tu as dû prouver plus? Parce que comme on l'a dit, bah, tu viens de banlieue, tu es une personne racisée. Est-ce que tu as senti que tu devais toujours plus donner? Oui. Et même, j'ai envie de dire que ce soit du parcours académique à maintenant, aujourd'hui, où tu es installé, où tu exerces ta profession. Ah oui, 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 bien sûr. Parce que bah, pour en revenir à ne serait-ce qu'au parcours académique, à la fac, on n'a pas les mêmes chances que les autres, Mm. déjà, pour commencer. À partir du moment où déjà on rentre à la fac, on est issu de banlieue, on est déjà catégorisé. D'accord. Celui-là ou celle-là, elle va pas réussir, elle vient de banlieue, c'est pas possible, next. Mm. Déjà, pour commencer. Ensuite, dans la profession, moi je le sens au quotidien, le fait d'être jeune, le fait voilà, d'être racisé aussi. Alors, peut-être un peu moins quand même quand on est dans un barreau de banlieue, mais quand même, je sens que effectivement, on doit prouver qu'on a sa place, plus que certaines personnes qui, par exemple, sont issues de familles d'avocats, issues de familles voilà, on va dire notables, ou ce genre Mm. de choses. Euh, Quand on vient de banlieue, on a déjà une étiquette. Même, voilà, ça va être l'avocate de banlieue. Après, ça peut être, comment dire, ça peut servir, puisqu'il y a des personnes qui s'identifient à nous. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir en me disant, je viens vous voir, ne serait-ce parce que bah, j'ai vu que vous étiez métisse, Ouais. je pense que vous allez me comprendre. Alors Mm. que le problème n'a absolument rien à voir avec ça, mais On ils se sentent... s'identifie forcément. C'est comme quand des fois on va chez certains praticiens, autres médecins ou que Tout à sais-je, des fois fait. on peut se dire ah ben là Oui, elle est à peu près comme moi, peut-être qu'elle comprendra ou il tout à fait. comprendra, etc. Tout Donc, à fait. Et je le vois, enfin, même, voilà, le fait de venir de banlieue, etc. Le fait d'être une femme aussi. Des fois, ça peut, on va dire, il y a et certains... jeune aussi, je pense. C'est ça. Il y a certaines personnes qui vont pas nous prendre au sérieux. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, mais vous êtes jeune, vous êtes sûr que vous maîtrisez cette procédure? Mm. Mais monsieur, enfin, si je fais Si ce je- travail-là, si je vous Si dis que je prends j'exerce. votre dossier, c'est Tout va bien. j'ai mes diplômes. Oui. Je dois vous les montrer ou... Ouais, c'est clair, ouais. Donc il y a toujours ce sentiment où tu dois un peu prouver, même auprès de tes clients finalement aussi, Oui, qui des fois. tout Ouais. à fait. Des fois, oui, oui. Après, c'est pas tout le temps, hein. Oui, Attention, bien c'est sûr. pas non plus, c'est quand même très, c'est quelque chose à la marge, hein, mais Mm. ça arrive, et je pense qu'il faut quand même en avoir conscience quand on se lance dans ce corps de métier. Je pense que déjà quand on est un homme, c'est pas pareil. Quand on est voilà, quand on n'est pas racisé, c'est pas pareil. Quand on n'est pas issu de banlieue, bah pareil, c'est pas pareil. Enfin, Mm. c'est Ouais, triste à forcément. dire, hein, mais c'est la réalité. Si on rentrait justement sur la pratique du droit pénal, euh, ton intervention dans certains dossiers un peu complexes, est-ce que tu penses que ton origine sociale et ton vécu apportent quelque chose de particulier dans l'exercice justement de cette compétence? Je pense que ça me permet de, entre guillemets, comprendre. Mm. Comprendre un peu mieux les personnes qui sont, bah, par exemple, des personnes qui vont commettre certaines actions. Par exemple,
on va peut-être avoir plus tendance à comprendre tout est relatif. Hein, ça n'excuse pas, bien entendu, les actions qui vont être commises par les personnes en question. Mais par exemple, quelqu'un qui va être amené à voler, ben, on peut se dire, oui, mais en fait, la personne, elle gagne 3 fois rien. On peut se mettre à sa place parce que justement, on a vécu, en fait, dans cet environnement social, ouais. exactement, et on sait que bah avec pas beaucoup c'est compliqué, qu'il y a des mois où à la fin du mois des fois les parents ils se privent de manger pour pouvoir nous donner à nous des repas, et qu'il y en a ils ont faim et à un moment donné ils se disent bon bah je cherche une solution. Alors encore une fois ça n'excuse pas ce qui peut être fait, l'acte qui va être fait, mais je pense que on peut plus s'identifier et comprendre et se dire ah mais là aujourd'hui c'est lui mais ça aurait très bien pu être moi, c'est juste que moi j'ai choisi un autre parcours en fait. Et je pense que ça aide quand même au quotidien dans l'exercice de comprendre en fait son client, c'est très important. Tu es déjà intervenu en détention? Oui. Ouais. À quel genre de réalité tu as dû faire face quand tu es intervenu dans en détention, en prison? C'est la détresse. Ouais. Vraiment tout ce qui concerne le milieu carcéral, ouais. Exactement, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que y a une surpopulation carcérale en France, il n'y a pas assez de place et on ne cesse de déférer, faire passer les personnes en comparution immédiate ou autre, des fois les placer en incarcération pour des faits qui ne nécessiteraient pas forcément une incarcération ou qui pourraient être très bien sanctionnés par un sursis ou une peine d'amende. Alors attention, ça dépend vraiment des faits. Encore une fois, il faut prendre... tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais vraiment, il y a une détresse en détention, mais c'est horrible. Quand les détenus nous voient, on est presque leur rayon de soleil, alors qu'on est juste avocats, on n'est pas amis. On n'est pas leur père, leur mère, leur frère, leur sœur, mais ils sont contents de voir quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui peut les comprendre. J'interviens aussi dans le cadre de commissions de discipline, donc c'est un petit peu la prison dans la prison. D'accord. On va dire, c'est un peu le tribunal au sein de la prison. Okay. Par exemple, pour des détenus qui ont des téléphones ou ce genre de choses. Et ce qui les angoisse le plus, c'est d'être en isolement, parce qu'ils ont rien, pas de télé, rien du tout. Et ça, pour eux, c'est la pire des sanctions. Enfin, ils sont déjà incarcérés. C'est déjà très difficile pour eux. C'est ça. Et ça, c'est des moments où c'est très dur à vivre pour ces personnes-là, je pense. Je pense que c'est très dur. Et puis, les personnes, quand elles sortent, elles sont pas forcément très bien accompagnées. Donc, il y a vraiment un sujet là-dessus aussi. Le suivi socio-judiciaire, il est un peu laissé à l'abandon, quoi. C'est une catastrophe. J'avais un de mes clients qui était en détention qui me disait « Mais j'ai dû attendre presque 6 mois pour qu'on me soigne ma dent carriée. J'avais des rages de dents, j'avais des douleurs. » Mais il y a vraiment un sujet. Rien n'est fait en détention pour faciliter la vie des détenus. C'est vraiment la double peine, en fait. Et ça, je trouve ça quand même dommage et terrible parce qu'on est quand même en France, un état de droit, droits qui sont respectés avec parcimonie, en fait, j'ai envie de dire presque. Parce que finalement, je comprends pas pourquoi les détenus... Alors oui, d'accord, ils sont en prison, il y en a qui vont dire oui, mais c'est bien fait pour eux, etc. Mais en fait, ça reste des êtres humains qui ont peut-être commis des erreurs dans leur vie. Je pense que le commun des mortels, il a du mal à s'identifier parce que dès l'instant où quelqu'un fait une bêtise et termine en prison, on se dit forcément tu le mérites. Pourquoi on va avoir de la compassion pour toi? Et tu montres que justement le métier d'avocat, surtout en droit pénal, c'est d'avoir de la compassion avant tout pour son client. C'est important, franchement, c'est fondamental. D'avoir cette empathie, je trouve que c'est pas quelque chose de forcément inné. Et ouais, c'est vrai que dans cette profession, on le voit, et surtout dans cette discipline, on le voit beaucoup, quoi. Mais je pense qu'il y a des confrères qui n'ont pas forcément de compassion ou ce genre de choses, c'est possible, hein, mais franchement, moi, je comprends pas comment on peut exercer ce métier sans avoir de compassion. Je pense que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et étant précisé que vraiment, je te dis, des fois, je vois des choses sur les réseaux sociaux, mais c'est atroce. Il devrait être condamné à la peine de mort. La peine de mort, ça devrait être rétabli. Surtout que maintenant, les réseaux sociaux, c'est beaucoup le tribunal populaire. Tout à fait. Les cours d'assises à côté, c'est rien, c'est quoi. C'est ça. Et à votre bon cœur, messieurs, dames. Mais vraiment, c'est terrible. On voit des choses, mais je vois des trucs circuler. Je me dis, mais ces gens-là n'ont aucune connaissance de la réalité des choses. En fait, c'est pas possible. Ils se permettent de juger des gens, mais il y a tout un contexte. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires, certaines qui sont médiatisées, où on va raconter les choses à moitié, où on va raconter une version de l'histoire et pas l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui sont presque
condamné avant même que le tribunal n'ait encore prononcé sa condamnation. Ouais. C'est quand même dommage. La présomption d'innocence, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. J'ai l'impression qu'elle existe en plus de moins en moins parce qu'on a accès à tout maintenant avec les réseaux, donc on peut se faire une idée sur tout. On se dit forcément, t'as fait ça, c'est ça. Donc c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Donc je trouve ça dommage. Et en tout cas, je pense que pour revenir sur ce qu'on disait sur le milieu carcéral, je pense que ces personnes méritent tout de même un tant soit peu un minimum de respect. Je pense qu'il y a vraiment un sujet et que le nécessaire n'est pas fait pour leur apporter un minimum de confort. Alors, il y a confort et confort. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut leur mettre la télé 4K dans la prison. 5 étoiles non plus. C'est ça. Cherche, Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a des soins qui doivent être faits, qu'ils soient faits. Quand il y a un suivi psychologique qui doit être fait, qu'il soit fait. C'est très compliqué pour les détenus de voir des psychologues en détention. Très compliqué. Alors qu'il y en a qui réclament parce qu'ils ont conscience du fait qu'ils sont pas bien. Il y en a qui font des tentatives de suicide. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui a pu faire une tentative de suicide, mais c'est terrible. J'avais appris que Fleury-Mérogis c'était la prison la plus grande de l'Union européenne. Oui. Je suis choquée parce qu'on habitait en tout cas pour toi pas très loin. Oui. Quel a été ton sentiment en y mettant les pieds pour la première fois? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. La première fois que j'y suis allée, c'était pour suivre une consoeur dans le cadre justement d'une commission de discipline, donc pour les formations, etc. C'est très angoissant parce que on ne doit pas rentrer avec les appareils électroniques, etc. Bon, les avocats, on a un petit peu une certaine dispense, une certaine souplesse. On peut rentrer avec une tablette, mais il ne faut pas qu'il y ait de clé RPVA, il ne faut pas qu'il y ait de clé USB, enfin bon, bref. On n'a pas le droit au téléphone, etc. Donc déjà, laisser toutes ces affaires, on se dit, bon, ok. Et à chaque fois qu'on passe, en fait, on passe plein de portes. Plein de portes sans arrêt. Et toutes les portes, en fait, elles se verrouillent derrière nous. Et c'est très angoissant comme milieu. Très, très angoissant. Je ne sais pas comment les surveillants pénitentiaires font pour travailler dans cette atmosphère. Tout à fait. C'est très particulier. Et tant que la porte derrière toi n'est pas fermée, tu peux pas, ils ne vont pas t'ouvrir la porte qui est devant toi. Oui. Et tu passes des portes, pareil, quand tu vas, alors pour Fleury-Mérogis par exemple, quand tu vas au D1, au D2, au D5, enfin du coup les quartiers, voilà, tu dois marcher de l'autre côté du trottoir. En fait, c'est presque une mini-ville. Hein. Ah oui, tu dois marcher tellement c'est grand. Tu dois marcher de l'autre côté du trottoir et pas marcher en bas du bâtiment pour éviter de recevoir des projectiles tout à fait, des crachats ou autres. Wow. Bon, ça n'empêche pas que tu reçois tout de même des paroles un peu désobligeantes par moment. Donc, mais du coup, c'est vrai que c'est un peu stressant quand je me dis, mais à tout moment, je me reçois un truc sur la tête. Je te dis, moi, je viens travailler. Je suis pas là pour me prendre un truc sur le crâne. Et puis, alors, il y a des heures auxquelles c'est un peu plus calme. À 7-8 heures du matin, c'est tranquille. Mais bon, après, quand on sort à l'heure de la promenade ou autre, il y a un peu plus de mouvement. Donc, oui, forcément. Mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre. La première fois, ça m'a fait vraiment bizarre. Maintenant, je suis familiarisée, donc il n'y a pas de sujet, mais c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre. Pour les parloirs avocats, il n'y a pas besoin de faire tout ce parcours. Il y a un truc à l'intérieur de la prison où, voilà, une sorte permet d'accéder directement. Exactement, tout à fait. Mais par contre, pour les commissions de discipline, souvent, c'est dans les bâtiments. Et là, effectivement, c'est un peu... voilà. Okay, ça doit être c'est particulier. Ouais, franchement, ça doit être pas évident. Finir avec ce droit pénal, tu parlais de ton affection un peu, si je puis dire, avec l'environnement carcéral. Dans le droit pénal, on voit plusieurs sous-matières. Qu'est-ce que tu affectionnes le plus? Je dirais pas que qu'il y a, on va dire, une sous-matière, comme tu dis, qui me plaît particulièrement. Je pense que c'est vraiment le fait que le droit pénal, ce soit vivant et changeant. Okay. Parce qu'en fait, d'une personne à l'autre, ça ne sera jamais les mêmes faits. Et même si, par exemple, tu as 2 personnes qui sont poursuivies pour des violences conjugales, par exemple, ça ne sera pas dans les mêmes conditions, ça ne sera pas dans les mêmes circonstances. Ça dépend vraiment de... En fait, c'est super changeant et c'est super vivant. Et j'aime aussi ce côté un petit peu, par exemple, des fois, quand je fais des permanences pénales, je suis aux comparutions immédiates, j'aime bien ce côté un peu improvisation. D'accord. De pas devoir préparer ta plaidoirie, parce que bon, mes dossiers, quand je les ai en avance, oui, je les prépare, etc. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien ce côté un petit peu où tu découvres le dossier le matin, c'est hyper challengeant, tu dois faire super vite pour... Alors, c'est un peu stressant aussi, ouais, attention. Ouais. Mais au-delà de ça, une fois que tu surpasses le stress, c'est super challengeant de pouvoir trouver des solutions rapidement, de devoir un petit peu faire ta plaidoirie
finalement presque en dernière minute. Je trouve ça vraiment... je trouve ça sympa. Genre, ça me fait vibrer, quoi. Ouais. Non, mais ça a l'air, c'est trop bien. On va parler également de la pratique de tes autres compétences. Donc, tu parlais effectivement du droit de la famille, droit des sociétés, etc. Parlons justement du droit de la famille. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette matière? Ce qui m'a attirée, pas grand-chose. Parce que petit aparté sur le droit de la famille, quand même à la fac, je trouve que voilà, on parle de ça, mais vraiment de façon minime. Oui, tout Donc à fait. à quel moment on se dit, bah tiens, je vais me spécialiser là-dedans, quoi. Alors, droit de la famille, il y a beaucoup de demandes en fait. Il y a énormément de demandes. Donc, c'est aussi un choix stratégique Ouais. pour être totalement transparente avec toi. Maintenant, j'aime bien aussi parce que en fait, les personnes sont quand même en détresse. Les personnes qui entament une procédure de divorce, qui veulent se battre pour avoir la garde de leur enfant, bah, elles manifestent quand même une certaine détresse. Et c'est vrai que j'aime beaucoup aider en fait. J'aime beaucoup aider les gens, je me sens utile. Et je me dis, bah, si je peux aider cette personne ou l'accompagner dans cette détresse, c'est avec plaisir. Et c'est en ce sens-là que je me suis dit, ok, je vais faire un peu de droit de la famille. Alors attention, je ne prends pas tous les dossiers en droit de la famille, mais j'en prends quand même pas mal. Et c'est vrai que ce sentiment d'être utile et de pouvoir aider les autres, c'est ça qui m'anime pour cette matière-là en tout cas. Ok. Comment tu fais, je vais rattacher également cette question avec la pratique du droit pénal, pour trouver ton équilibre entre cette exigence professionnelle et l'impact émotionnel que tu pourrais mettre et que tu mets sûrement dans la gestion de ces dossiers où l'humain prime en fait. J'ai beaucoup de mal encore à avoir ce recul sur les dossiers. Je suis très très affectée par la situation de mes clients. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui est parti en détention provisoire. J'en ai pleuré. J'en ai pleuré de la décision parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai tout donné, comment ? Et j'en ai parlé avec d'autres confrères qui m'ont dit, mais de toute façon, n'importe qui aurait pris ce dossier, il serait parti en détention provisoire. Le problème, c'est pas toi. C'est le dossier, c'est le juge, c'est la décision du juge. Et c'est vrai qu'en fait, j'essaye de travailler là-dessus justement pour avoir un peu moins d'affect et essayer de prendre un peu plus de recul pour pas que que ça me touche particulièrement. Parce que c'est vrai le soir, quand je rentre chez moi, des fois, j'y pense, je pense à la tête aussi, je me dis, cette personne, il faut que je l'appelle, il faut que il faut que ça. Voir, est-ce que ça va bien ? Moi, j'appelle toujours mes clients pour savoir, est-ce que ça va ? Comment vous vous sentez ? Si vous voulez qu'on fasse un point sur le dossier. J'essaie d'être vraiment... Tout à fait. Et j'essaie vraiment d'avoir de la proximité avec mes clients, mais bon, des fois, c'est pas bon parce que voilà, on se fait des messages jusqu'à presque 23h pour échanger sur le dossier, c'est pas possible. Donc voilà. Ouais, non, c'est sûr que c'est important de mettre un peu de une distance. Barrière. Parce que oui, là, c'est vraiment, à la différence justement du droit des sociétés dont on va parler après, peut-être qu'il y a un peu plus de distance forcément. Là, le pénal, la famille, c'est vraiment des matières assez prenantes émotionnellement. Tout à fait, ouais. Ok. Selon toi, quelles sont les grandes idées reçues qu'a le public sur le droit de la famille ? Les grandes idées reçues, je dirais, il y en a beaucoup qui pensent que c'est que le divorce. Oui. Alors que ça ne touche pas que le divorce, ça peut toucher la liquidation du patrimoine, ça peut toucher, comme je disais, la garde d'enfants. Le mariage aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a des personnes qui contactent des avocats pour la rédaction de leur contrat de mariage. Et ensuite, après, il faut toujours passer par un notaire de toute façon pour faire un acte notarié. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet sur tout ça. Et effectivement, les personnes ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est que le droit de la famille, quoi. C'est un petit peu vaste, alors que ça touche énormément de choses. Ça peut être la contestation de paternité, la reconnaissance de la paternité, l'adoption. Oui. Ça peut être énormément de choses. C'est pas uniquement le divorce ou séparation, garde d'enfants. Le public le réduit. Moi-même, pendant des années, je l'ai réduit à ça. Oui. Et en fait, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à gérer là-dedans, effectivement. C'est vaste, c'est vraiment vaste. Donc franchement, il y a énormément de choses à faire. Si c'est une matière qu'on aime, il y a plein de sujets. Ok. Et concernant justement le droit des sociétés, on le voit comme plutôt, je dirais, à l'inverse des deux autres droits, un peu plus froid, plus technique. Est-ce que pour toi, c'est une image juste qu'on donne à cette compétence-là, le droit des sociétés ? Oui, dans le sens où il n'y a pas d'affect en tant que tel. C'est des sociétés, c'est des personnes morales, donc
sur le papier, c'est pas du tout pareil, quoi. Enfin, après, oui, il y a un peu... il peut y avoir un enjeu derrière, parce que par exemple, des personnes qui vont venir te voir pour tout ce qui va être la liquidation judiciaire d'une société ou ce genre de choses. Quelqu'un qui a mis tout son cœur dans la création d'une société et qui finalement fait faillite, oui, c'est un peu difficile. Et là, l'affect, effectivement, il rentre en considération parce que derrière la société, il y a le gérant. Le gérant, donc il y a une personne derrière, tout ça. Mais après, moi, en tout cas, à l'échelle de ce que je fais, c'est essentiellement, comme je disais, de la création de société, ce genre de choses, de la gestion de la vie de la société. Donc sur ça, il n'y a pas vraiment d'affect particulier. J'aime bien, c'est stimulant, c'est challengeant, c'est sympa. Après, je pense que si je faisais que ça, j'aurais trouvé que c'est un petit peu redondant. Oui, tu te serais un peu ennuyée. Je pense. Je pense qu'à terme, et puis de toute façon, faire que du conseil. Moi, j'aime bien en fait vraiment le fait de faire les deux, faire du conseil et faire du contentieux. J'aime beaucoup l'activité plaidante. J'aime aussi avoir un peu cette activité de conseil parce que c'est super sympa des fois d'être posé au cabinet, juste faire des mails, etc. Ou voilà, tu conseilles le client. Voilà, est-ce que c'est mieux de faire une SASU, une URL, etc. C'est super sympa, j'aime bien. Mais c'est vrai que si je faisais que ça toute l'année, je pense qu'à mon avis, à un moment donné, j'en aurais eu marre. Et ça m'aurait ennuyé. Ça m'aurait vite ennuyé. Alors que là, le fait de toucher un peu à d'autres choses, ça me permet de voir d'autres types de matières, de réfléchir autrement. D'avoir d'autres réalités aussi. Exactement. Entre les réalités de vie et une réalité de société, c'est complètement bien sûr. différent. Quelqu'un qui vient te voir, oui, bonjour, j'aimerais bien augmenter mon capital de temps, est-ce que vous pouvez faire le nécessaire, etc. Et tu as quelqu'un d'autre qui est en détention provisoire, oui, bonjour, j'aimerais bien que vous repreniez mon dossier, je suis incarcérée pour ça. Ok. Pas du tout le même challenge. Tout à fait. Ouais. Ok. Est-ce que pour toi, en venant de banlieue, tu ressens parfois un décalage avec l'univers des affaires, donc toujours rattaché au droit des sociétés? Comment, aujourd'hui, tu en fais une force, si c'est le cas? En droit des affaires? Ouais. Je dirais que oui, il y a un décalage dans le sens où souvent les personnes vont privilégier des gros cabinets d'avocats parisiens, etc., pour s'occuper de la gestion des sociétés de manière générale, que ce soit de la création ou autre. Après, voilà, ça dépend parce qu'il y a des sociétés où, effectivement, c'est des grosses sociétés qui vont faire de grosses transactions, des fusions, acquisitions, ce genre de choses. Donc là, effectivement, je peux comprendre. Mais pour tout ce qui va être création, c'est dommage. Il y en a beaucoup qui vont se tourner vers des avocats parisiens, pas forcément vers des avocats de banlieue. Et ça, c'est une image que j'aimerais bien réussir à casser. Mais sinon, il y a beaucoup de petits entrepreneurs, personnellement, qui viennent me voir pour les aider dans la création de leur société, faire leur statut, ce genre de choses, etc. Et ça, je trouve ça vraiment... je trouve que c'est bien, parce que ça promouvoit un peu, justement, les avocats de banlieue, en fait, en quelque sorte. Montrer que nous aussi, on est compétents. C'est pas parce qu'on n'est pas parisien qu'on n'a pas les mêmes compétences qu'un Parisien. Il y en a beaucoup qui ont fait leurs études à Paris ou à l'étranger, ou que sais-je. Un avocat, c'est un avocat, et on a tous des compétences, voilà, c'est ça. Ouais, donc faut pas réduire effectivement le monde des affaires à une situation géographique. Exactement. Ou à une envergure de cabinet. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Ok. Eh bien, écoute, on arrive bientôt à la fin de notre épisode. À la fin, toujours, je propose un petit jeu sympa pour histoire de décompresser un peu le temps, qui s'appelle le This or That. Donc, je vais te proposer des affirmations et tu me réponds spontanément, tu justifies ou pas l'affirmation que tu choisis. Ok, ça marche. Alors, être issu de banlieue, étiquette à subir ou moteur de combat? Les deux. Je pense que ça peut être une étiquette à subir pour certaines personnes, mais si tu fais le nécessaire, ça devient un moteur de combat, parce que justement, moi, pour ma part, ça a été un moteur de combat en me disant, je viens de banlieue, je vais prouver que c'est pas parce que je viens de banlieue que je ne peux pas réussir, et au contraire, je peux réussir mieux que quelqu'un qui ne vient pas de banlieue. Ok. C'est un peu aussi ton image de marque? Oui, ouais. Un petit peu. Il y a beaucoup de personnes qui encore une fois, qui me contactent en se disant, waouh, vous avez réussi, alors que vous veniez... en fait, on vient du même milieu social, mais moi, j'ai pas le même parcours, quoi. Exact. Et c'est vrai que, oui, ça, c'est quelque chose que je promouvois, entre guillemets, mais je suis très fière de venir de banlieue et je suis très fière d'être là où je suis aujourd'hui. Ok. Deuxième affirmation, écouter pour comprendre ou plaider pour convaincre? Ah, plaider pour convaincre. Évidemment, je le savais. Plaider. Au fur et à mesure de notre discussion, j'ai bien compris. Plaider pour convaincre, sans hésitation. Je suis quelqu'un qui... en fait, même si je ne maîtrise pas un sujet, je pense que j'arrive à avoir une force de persuasion tellement énorme qu'on peut croire que je maîtrise le sujet.
très fort. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est la qualité principale d'un avocat. D'un avocat, tout à fait, tout à fait. Il faut être Exactement. comme ça. Après, écouter pour comprendre, c'est important aussi, parce que si tu comprends pas le propos de ton interlocuteur, tu n'arriveras pas à plaider pour convaincre. Complètement, ça va de sens. Un dossier qui bouleverse ou un dossier qui challenge intellectuellement? Ah, les deux. C'est dur, c'est très dur. Un dossier qui bouleverse, c'est un dossier dans lequel tu mets tout ton cœur. Donc forcément, tu vas le travailler et ça va te challenger intellectuellement. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Après, tu as des dossiers très challengeants intellectuellement qui ne vont pas forcément te bouleverser. Hein. Par exemple, encore une fois, en droit des sociétés où tu peux avoir certaines problématiques, etc. Notamment d'un point de vue contentieux, parce que je fais un peu de contentieux commercial aussi. Et où ça va être très challengeant. Et où ça va pas te bouleverser parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément le même enjeu derrière. Voilà. Ok. Être perçue comme l'avocate pénaliste ou comme l'avocate multifacette? Ah, Joker. ça n'existe pas dans le jeu. C'est super dur. Franchement, je pense que je dirais l'avocate multicasquette. Parce que être réduit juste à une seule matière, moi, ça me dérangerait. Je suis quelqu'un, en fait, j'aime trop être stimulée. Même demain, je ferai que du droit pénal. Ouais. Je pense que ça me manquerait de faire autre chose que du droit pénal. Donc, je dirais l'avocate multicasquette. L'avocate pénaliste, c'est bien parce que tu peux être la référence, etc. Mais il y a beaucoup de confrères qui font du droit pénal. Tu peux te démarquer autrement, je pense. Okay. Et notamment, c'est aussi pour ça que tu as voulu développer ton activité de propriété intellectuelle. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Okay. Et dernière affirmation, réussir malgré les clichés ou réussir grâce aux clichés? Les deux. Amour a dit quand même beaucoup les deux. Hein. Il y a beaucoup de jokers, je trouve. Hein. Beaucoup de jokers. Non, mais parce que pour moi, l'un va pas sans l'autre. En fait, réussir, tu m'as dit malgré les clichés ou grâce aux clichés. Ouais. Tu peux réussir malgré les clichés parce que pour moi, les clichés, c'est pas un frein dans la réussite d'une personne si tu te donnes si tu donnes les moyens, tout à fait. Et tu peux réussir aussi grâce aux clichés parce que la preuve, en venant de banlieue, il y a beaucoup de personnes qui viennent me contacter et qui viennent me dire oui, vous venez de banlieue, je m'identifie à vous, vous êtes une femme, vous allez me comprendre, vous êtes métisse, vous allez me comprendre, etc. Donc je pense que les deux vont de pair. Okay. Ah, désolée. C'était un dilemme. Beaucoup de jokers quand même. Pas le but du jeu. Mais je prends. Et je pense que tout le monde comprendra effectivement pourquoi tu choisis ça. Mais c'est vrai que les affirmations étaient un peu galères. Ah oui, c'était dur. J'avoue. Est-ce que pour terminer notre propos, tu aurais un message que tu voudrais passer notamment à la jeune génération, ceux qui, je crois qu'il y a eu là les examens du CRFPA, voilà, de l'entrée dans l'activité, dans l'installation. Est-ce que tu as un mot pour toutes ces personnes-là? Moi, je dirais qu'il faut croire en soi, toujours croire en ses rêves, en ses projets et jamais lâcher. Si on est persuadé que c'est cette voie-là qu'il faut suivre, il faut y aller, il faut se battre il faut se donner les moyens. Il n'y a personne qui va venir vous sortir du lit pour vous dire oui, viens travailler, viens faire ci, viens faire ça. Donc, il faut vraiment se motiver, se donner les moyens, malgré les clichés, malgré des fois les difficultés qu'on peut rencontrer. Et puis, je pense que j'en suis l'exemple. Si j'ai pu y arriver en faisant pas grand-chose, vous pouvez le faire, mais je vous conseille quand même de travailler. Mais aujourd'hui, tu travailles, donc ça compense. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je cravache. C'est le mot. On va mettre tous tes réseaux sociaux, le site internet sur lequel te contacter en description. Merci beaucoup, Anaëlle, pour cet échange. Merci à toi, Judy. Super constructif, c'était super. J'espère que vous aussi, derrière la caméra ou dans votre casque, que vous aurez également ressenti un peu le parcours hyper inspirant d'Anaëlle. Et puis, écoutez, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Bye. Merci, Judy.